Notre maison brûle. Nous regardons ailleurs. IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment gagner la lutte contre le cancer? C'était la découverte dont la République n'a pas voulu. Nous avons aujourd'hui la fille de Mirko Beljanski, Sylvie Beljanski. Je rappelle qu'on avait eu le 26 septembre 2011, on avait eu sa maman qui était venue sur l'antenne d'IDFM. Et là donc on va parler avec Sylvie Beljanski qui est née à New York lorsque son père, le professeur Mirko Beljanski, docteur S-Sciences en biologie moléculaire, a quitté l'Institut Pasteur pour travailler 2 ans auprès du prix Nobel Severo Ochoa à l'université de New York. Elle a été éduquée à Paris, elle a fait des études à la Sorbonne avant de devenir avocate en 1995. En 1996, elle fonde Natural Source International, une société de compléments alimentaires et cosmétiques naturels. En 1999, elle devient vice-présidente de la fondation Beljanski aux États-Unis. Alors, on va peut-être parler de Mirko Beljanski. Bonsoir Sylvie Beljanski. Bonjour et merci de m'avoir invitée. De rien, il y a peut-être des gens qui ne savent pas qui était Mirko Beljanski, parce que finalement, c'est toute une histoire. Oui, en effet, Mirko Beljanski, mon père, était né en Yougoslavie. En 1900, à l'époque c'était encore la Yougoslavie, maintenant c'est la Serbie. Il était né en 1923. Il est venu juste après la guerre, enfin dès qu'il a pu venir, il est venu passer son doctorat de biologie à Paris. Et à la Sorbonne. Ensuite, il a passé sa thèse en 1951 et il a rejoint le CNRS. Il a été affecté à l'Institut Pasteur et c'est là qu'il a commencé à s'intéresser à ces programmes de recherche en biologie moléculaire. Il se trouve qu'en 1955-56, il a eu l'opportunité de venir à New York pour faire, c'était un programme d'échange qui était en place avec NYU, New York University. Effectivement, pendant donc 2 ans, il a eu l'opportunité de travailler avec Severo Ochoa, qui ensuite a eu un prix Nobel pour son travail sur les fragments d'ARN. Et ça a été assez déterminant pour ensuite les choix que Mirko Beljanski a fait dans l'avenir sur ce type de recherche. Ensuite, il est revenu à l'Institut Pasteur où il a continué ses recherches s'est orienté sur le cancer. Et il avait une vision extrêmement originale pour l'époque de la cancérogénèse, alors qu'à l'époque, l'idée dominante, c'était que le cancer devait résulter exclusivement d'une mutation génétique. Il travaillait avec Jacques Monod. Jacques Monod, oui, le directeur de l'école le directeur de l'Institut Pasteur à l'époque était Jacques Monod, qui était un des grands tenants de ce qu'on appelle le dogme central, l'idée que l'information génétique peut aller uniquement dans un sens. Mirko Beljanski était complètement une approche complètement différente. Pour lui, le cancer pouvait non seulement résulter d'une mutation, mais également de l'effet de l'environnement sur nos chromosomes, sur notre ADN. Et cette vision qui maintenant a donné le jour à ce qui est connu comme médecine environnementale, donc qui a prévalu au cours des décennies, elle était très très mal vue à l'époque. Donc il a eu beaucoup d'ennuis avec sa hiérarchie à l'Institut Pasteur et au CNRS. Alors donc Jacques Monod, prix Nobel de physique, qui a écrit Le hasard et la nécessité, tout viendrait du hasard, et votre père, donc Jacques Monod, lui a demandé de ne pas publier ses résultats, et de ne pas publier les résultats qui contredisaient sa thèse finalement. Oui, tout à fait, et mon père lui a répondu: je suis au CNRS, je suis payé par le contribuable français, et donc je publie, je suis payé pour faire ces travaux, je publie les résultats. Donc mon père a passé outre le dictat
de son patron, Jacques Monod, et c'était le début de la guerre entre les deux hommes. Bon, Jacques Monod est décédé d'un cancer en 1976, et à ce moment-là, l'Institut Pasteur considère que votre père est un rebelle. D'autres le considèrent comme le père de la médecine environnementale. Il trouve l'onco test, votre papa. Oui, alors dans sa quête pour comprendre comment les toxines environnementales affectent notre ADN, il a fait une observation. Il a observé que toutes les cellules cancéreuses, qu'il s'agisse de plantes, d'animaux ou d'humains, se présentent toutes de la même façon. Elles ont toutes la même particularité. Elles ont ce que mon père a appelé un ADN déstabilisé, où les liaisons hydrogènes sont cassées. Et donc, il a fait ainsi le lien entre cette ouverture des brins d'ADN qui induit une synthèse plus rapide de l'ADN, une duplication plus rapide parce qu'à ce moment-là, les sites de réplication sont directement en contact avec les hormones de réplication et donc ça se multiplie beaucoup plus vite. Il a fait le lien entre ça et cancérogénèse. Donc là, il était comme quand il avait un outil. Donc, maintenant, pour mesurer le potentiel de carcinogénicité, il allait pour cela mesurer le rythme d'accroissement de la synthèse de l'ADN. Et donc, il a mis au point cet oncotest où, en mesurant la vitesse de la synthèse de l'ADN, il a pu diviser les molécules en 4 catégories. Celles qui se comporteraient comme des cancérogènes, c'est-à-dire celles qui induiraient une synthèse rapide de l'ADN cancer, celles qui seraient un potentiel neutre, pas d'effet ni sur l'ADN cancer ni sur l'ADN sain, les toxiques qui inhibent la synthèse de l'ADN cancer, c'est très bien, mais également l'ADN sain, c'est les défoliants par exemple, il n'y a plus de vie possible. Et puis, il a dessiné qu'est-ce que serait le parfait produit anti-cancérogène, c'est-à-dire un produit qui permettrait d'inhiber sélectivement la synthèse de l'ADN cancer en laissant l'ADN sain intact. Donc un appareil qui pourrait permettre de savoir pour les industriels ce qu'ils mettent sur le marché. Votre père était naïf, il a cru que les industriels allaient s'en servir pour éviter de mettre sur le marché des molécules toxiques. Oui, et puis ça ne les a pas intéressés. Ben non, ça ne les intéressait pas. Et je dois dire que malheureusement, même à ce jour, cette approche qui permettrait au gouvernement d'obliger les industries à éliminer les molécules cancérogènes qu'on continue à retrouver dans les cosmétiques, dans l'alimentation, etc., ce n'est pas utilisé. L'oncotest a été décrit, il a été breveté à l'époque, maintenant le brevet bien sûr est tombé dans le domaine public. Et plus personne s'en sert alors. Et plus personne ne s'en sert malheureusement. Eh bien non, parce que pour l'utiliser, il fallait avoir une banque de données d'ADN. Mes parents avaient constitué, avec l'amitié de certains chirurgiens, ils avaient toute une banque de données de tissus cancéreux et sains pour voir comment, justement, en présence de ces ADN, les molécules allaient, à quelle vitesse ça allait se synthétiser, les ADN. Eh bien, tout ça a été débranché quand le GIGN et l'armée française. Ça, on va revenir dessus. Donc en 1978, on le force de quitter l'Institut Pasteur pour aller à Châtenay-Malabry. C'est là qu'il commence à travailler sur des animaux, finalement. Oui. Il y avait une belle animalerie à la faculté de Châtenay-Malabry. Et donc, pour la première fois, il a eu l'opportunité de vérifier sur animaux si ce qu'il avait observé in vitro se confirmait. En 88, il a 65 ans, il se retire définitivement du milieu universitaire. En 88, mon père atteint l'âge officiel de la retraite au CNRS et donc il quitte le CNRS.
c'est à ce moment-là qu'on lui offre la possibilité de rejoindre le laboratoire du CIRIS, qui est une association loi 1901, qui est financée par des malades qui souhaitent que mon père continue ses recherches. Alors il y avait votre mère aussi qui était avec lui, qui est scientifique. Oui, donc mes parents se sont mariés, maman avait 19 ans et elle a tout de suite, dès leur mariage, fait des études d'ingénieur pour pouvoir travailler avec lui. Et ils ont travaillé ensemble à l'Institut Pasteur et ensuite à Châtenay-Malabry jusqu'à ce que mon père finalement prenne sa retraite. Maman a 8 ans de moins que lui, donc elle a pris elle une retraite anticipée. Ils ont arrêté ensemble. Il soigne quand même Mitterrand en 92. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que fin des années 80, début des années 90, mon père publie beaucoup. En fait, il a laissé 133 publications scientifiques dans les plus grandes revues, beaucoup sont sur PubMed, etc. Et ça a évidemment attiré l'attention d'un certain nombre de médecins qui étaient à la recherche de molécules naturelles, non toxiques, pouvant aider leurs patients. Et c'est ainsi qu'un certain nombre de médecins en France ont commencé à utiliser les produits et à les recommander à leurs patients. Et en 1992 à peu près, François Mitterrand, qui avait déjà un cancer de la prostate depuis son premier mandat, mais ça avait été resté secret, au début des années 90, on en est là au deuxième mandat, Mitterrand est très malade, et on fait venir un chirurgien qui ouvre et qui dit que le cancer a métastasé, que le président ne finira pas son deuxième mandat, qu'il faut préparer le pays à des élections anticipées, et puis on va mettre le président sous morphine, et puis on va attendre que les choses se passent. Alors évidemment, les politiques commencent à se partager des ministères, des portefeuilles, à se faire des promesses, etc. Et puis en même temps, dans l'entourage de Mitterrand, il y avait quelqu'un qui connaissait, un médecin, qui avait de très bons résultats sur le cancer de la prostate en utilisant les produits Bajanski. Donc ce médecin est amené à l'Élysée. Mitterrand commence à prendre les produits et contre toute attente, il commence à aller beaucoup mieux. Et comme on sait, il a pu finir son septennat et quitter l'Élysée la tête haute, il n'était pas en chaise roulante, il a pu marcher, il avait sa rose à la main, etc. Et puis ensuite, quelques mois après avoir quitté l'Élysée, il a décidé qu'il avait achevé tout ce qu'il voulait achever. Il a décidé d'arrêter de prendre les produits. Ça paraît étrange. Ça paraît étrange qu'il ait décidé. Et en plus, on apprend dans votre livre qu'il a demandé l'euthanasie. Oui, c'est dans les sources que j'ai eues. Donc ça, c'était en 92. Bon, finalement, tant que Mitterrand était là, il protégeait votre père. On est d'accord. Ça, c'est pas ce qui s'est passé après, puisque le 9 octobre 96, exactement 9 mois après le décès de Mitterrand, il se passe des choses. Oui, le 9 octobre 96, à 6h du matin, le GIGN débarque dans cette petite ville de l'Isère, où il y avait le laboratoire qui était dans un ancien domaine viticole. C'était très, très, très joliment arrangé. Et ils arrivent avec chiens policiers, mitrailleuses, il y avait il y a 3 semi-remorques pour tout emmener du laboratoire. Il y avait un hélicoptère qui faisait des cercles au-dessus du laboratoire. Et puis ils mettent tout le monde en examen au fur et à mesure que le personnel arrive. Et ils commencent à tout enlever, tout emporter. Il n'y avait pas d'inventaire dressé. Ils prenaient les gens un peu au hasard. Au fur et à mesure qu'ils sont arrivés pour travailler. Et vous, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, vous appelez votre père et vous êtes très étonné parce que personne ne répond. Moi, je suis, à ce moment-là, je suis avocate.
Je travaille à New York dans un cabinet américain. La France me manque, c'est la première année où je suis à New York. J'appelle très régulièrement ma famille pour avoir un contact. Et, j'appelle mon père, c'est le matin à New York, c'est l'après-midi en France. Et très curieusement, le laboratoire ne répond pas. Mon père était toujours au laboratoire. Oui, il adorait le laboratoire. Il vivait pour ses recherches. Oui, ou alors il y avait était toujours quelqu'un. Il était toujours au laboratoire. Et là, ça sonne. Et je rappelle un moment, quelques temps plus tard, ça continue à sonner dans le vide. Je trouve ça très, très bizarre. Je décide d'appeler ma mère à la maison. Et là, j'ai une voix comme ça. Dit, vous ne pouvez pas parler à votre mère, elle est elle est en garde à vue. Alors, mon sang ne fait qu'un tour. Mon réflexe d'avocat, je dis, je veux parler à ma cliente. On dit, je vous donne 1 minute. Et c'est comme ça que j'ai appris que ma mère aussi était mise en examen. Vous avez quel âge? Ils n'étaient pas jeunes. Mon père, à l'époque, avait 74 ans et donc maman, 66. Donc ils le mettent en garde à vue, lui prennent son passeport, ils lui interdisent tout un tas de trucs, de publier, ils embêtent tous les médecins. À l'époque, votre père travaillait avec 700 médecins et plusieurs pharmacies. Oui, il y a des centaines de médecins qui sont mis en examen. Voilà, ils récupèrent tous les produits chez les malades aussi. Oui, ça vous ne l'écrivez pas. Ils ont tout saisi. Je crois que je dis rapidement qu'il n'y avait plus de produits disponibles. Mais même chez les malades, il paraît qu'ils ont été chercher les produits chez les malades. Oui, tout à fait. C'est horrible, les gens qui... Bon... Donc voilà, tout ça, ça se passe comme ça. Et on a oublié de dire qu'ils pulvérisent un produit. Oui, alors ils disent, en principe, quand on arrête quelqu'un, on est censé le déférer au plus vite devant le juge d'instruction. Et là, ils ont dit, ah ben non, c'est trop tard, on ira demain seulement à Paris, restez là, restez dans le laboratoire. Et en même temps, ils amènent des hommes tout habillés de blanc, comme des scaphandres, de véritables scaphandriers. Avec des masques. Avec des masques, etc. En disant, il y a la radioactivité, du plutonium, on va pulvériser. Ça n'avait absolument aucun sens. Mais le fait est qu'ils ont laissé mon père en présence de ces produits qu'ils ont pulvérisés toute la nuit. Et je n'ai pas trouvé dans le dossier pénal, après, auquel j'ai pu avoir accès, je n'ai rien trouvé sur cette pulvérisation. Vous avez trouvé d'autres choses, par contre, comme quoi toutes les preuves devaient être... Tous les témoignages en faveur de mon père devaient être détruits. Alors, 2 mois plus tard, votre père se retrouve en urgence avec une leucémie myéloïde aiguë. Et bon, ça peut être, on se dit a priori que c'est le stress lié aux circonstances, à cette arrestation, dans des circonstances très brutales, très violentes. C'est la perte de son laboratoire, etc. Ensuite, il commence à se passer des choses très bizarres. Chaque fois qu'on demande une audience, chaque fois qu'on demande une expertise, le juge d'instruction dit non. Oui, il attend qu'il meure. Et donc il attend qu'il meure. C'est tellement plus facile. Et donc on commence à se demander qu'est-ce que cache derrière tous ces refus et comment est-ce que par hasard le juge d'instruction saurait que mon père est gravement malade et simplement attend qu'il meure. S'il sait, est-ce que ça aurait quelque chose à voir avec cette fameuse pulvérisation? Ce qui est aussi dramatique, c'est que votre père se meurt, mais il ne peut pas se soigner, puisqu'il n'a aucun produit pour se soigner. Les produits ne sont pas... Ils ont tous été confisqués, ils ont tous disparu dans la nature. Oui, tout à fait. Donc votre père va mourir le 28 octobre 1998 chez lui. Qui a décidé qu'on l'enterrait que 3 jours après? C'est l'autorisation donnée par la mairie qui... Vous auriez pu attendre un peu plus? Je pense que ma mère aurait aimé qu'il y ait 2-3 jours de plus pour prévenir tout le monde et que plus de gens aient eu le temps de se déplacer pour venir. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Allez hop, on remet ça, une cata de plus par mois. Quand c'est pas un tsunami, on fabrique un Tchernobyl. Les marées noires en Louisiane et les ricains en Bretagne.
l'Alaska, la moto naufragée, 200 000 tonnes déversées. Est-ce qu'on s'y met tout de suite ou est-ce qu'on attend demain? Notre maison brûle. Est-ce qu'on va encore plus vite ou est-ce qu'on met un coup de frein? Notre maison brûle. Car c'est pas avec nos rites et nos croyances périmées Notre maison brûle. que la planète qu'on habite se privera de nous virer. Nous regardons ailleurs. Deuxième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la Bande FM avec Sylvie Beljanski. Maintenant, on va parler d'elle parce que finalement, Sylvie, pourquoi elle est là aujourd'hui? C'est qu'elle a repris le flambeau. Sur le lit de mort de son père, elle a fait 3 promesses. Porter l'affaire en son nom devant la Cour suprême des droits de l'homme. Deuxièmement, assurer la pérennité de la disponibilité des produits Beljanski. Poursuivre les recherches sur ces extraits car ce sont les résultats des études qui garantissent leur qualité. On rappelle que vous êtes aux États-Unis, que vous êtes avocate, que vous marchez bien, ça veut dire que vous n'avez pas de problème avec votre boulot et que finalement vous allez prendre le flambeau et rapatrier votre mère déjà aussi pour qu'elle... Oui, bien sûr. Dès que j'ai pu, j'ai obtenu une carte verte pour maman. Puisque moi je suis américaine, je pouvais la sponsoriser et un petit peu la mettre à l'abri émotionnellement. Il n'y avait plus rien juridiquement contre mes parents. Émotionnellement, pas la laisser toute seule à Paris après tout ce qu'ils ont vécu. Alors comment ça s'est terminé cette affaire à Paris? À Paris, il y a eu une décision à Créteil, une dizaine de personnes qui étaient continuées, oui, mais mises en examen. Les pharmaciens et les médecins ont tous été relaxés. Les personnes de Cyrus et ma mère ont été condamnées à des amendes, des peines de prison avec sursis. Ensuite, on a fait appel de ça. Les peines de prison avec sursis ont disparu, les amendes ont été extrêmement réduites. Vous avez fait appel à la Cour européenne? Et ça, c'est indépendant. On est allé effectivement entre-temps à la Cour européenne des droits de l'homme. C'était un souhait que mon père avait formulé avant de mourir, en se disant il était vraiment scandalisé que toutes les demandes d'expertise et d'audience soient refusées systématiquement par le juge d'instruction. Il disait mais que ce n'est pas possible, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on puisse faire? Et je lui ai dit, écoute, la seule chose à laquelle je puisse penser, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Alors il m'a dit, je veux qu'on y aille. Et mon père est décédé quelque temps après la saisine de la Cour. On a repris l'action au nom de ma mère. Et en 2002, on a eu une décision rendue à l'unanimité par la Cour européenne des droits de l'homme, condamnant la France dans l'affaire Beljanski contre France. La France a été condamnée pour non-respect du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, parce qu'ils n'ont pas été en mesure d'expliquer, de justifier pourquoi tous ces refus du juge d'instruction pour instruire normalement le dossier. En 98, il y a eu aussi une perquisition au niveau fiscal, c'est-à-dire ils ont embêté au niveau fiscal. Oui, je pense que peut-être que mon père ne décédait pas assez vite à leur goût. Donc ils ont lancé une procédure fiscale, contrôle fiscal, et ensuite ils ont une procédure. Ça a duré 15 ans et finalement la Cour de Paris a décidé que l'administration n'avait pas justifié de son argumentation et donc a débouté l'administration au bout de 15 ans. Bon, on va parler de votre père encore là pour la dernière fois, puisqu'il va décéder juste avant que vous retourniez à New York. Il vous dit Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Est-ce que votre père était croyant? Alors que vous dites que non. Non, ils nous ont pas du tout élevés de façon croyante. Mon père avait été élevé orthodoxe, petit. En Yougoslavie, à l'époque, c'était un pays orthodoxe. Et ma mère avait été baptisée catholique, mais ni l'un ni l'autre n'étaient pratiquants d'aucune religion. Ils ne nous ont pas élevés de façon religieuse. J'ai été extrêmement surprise quand j'ai entendu ces derniers mots que mon père m'a dit. C'est ces derniers mots.
C'est les derniers mots qu'il m'a dit, Oui, qu'il oui. m'a adressés. Ensuite, je suis effectivement rentrée à New York. Il est resté encore quelques jours mourant à l'appartement et il est décédé 3 jours plus tard, quelque chose comme ça. Donc ça, c'était sous François Mitterrand. Après la mort de François Mitterrand, là aujourd'hui, on apprend la mort de Jacques Chirac. On va aussi dire que son âme repose en paix. Notre maison brûle. Nous regardons ailleurs. Est-ce que Jacques Chirac aurait pu éviter quelque chose? C'est une autre histoire. Notre maison brûle. Nous regardons ailleurs. On rappelle quand même que votre père avait trouvé des compléments alimentaires qui n'agissaient aussi contre les virus et contre différents types de cancers. Ils auraient pu traiter aussi le sida, tout un tas de choses. Oui, enfin, les différents extraits ont différentes propriétés. Alors on va dire ce qu'il avait trouvé, parce que ça aussi dans votre livre, après vous partez en quête du travail de votre père, c'est pas évident de savoir avec quoi il travaillait. Avec quoi il travaillait? Il travaillait avec des plantes, Oui. certaines faciles à trouver, comme le ginkgo biloba, mais pas Oui. les autres. Oui. Alors même le ginkgo biloba avec lequel mon père a travaillé, il n'a pas travaillé du tout avec l'extrait vert de ginkgo biloba qu'on trouve partout. Avec les feuilles dorées. Il a choisi de travailler avec les feuilles dorées. Donc c'est le même ginkgo, mais quand on prend les feuilles, quand on attend que les feuilles deviennent dorées à l'automne, eh bien le changement de couleur est évidemment un reflet du changement de la composition chimique de la feuille. Puis il a mis au point un procédé d'extraction qui est complètement différent, sans solvant de ce qu'on trouve dans les extraits courants de ginkgo. Il avait remarqué que le ginkgo était le premier arbre À rester en à vie rester après en vie après Hiroshima. ouais. Et puis, à l'occasion de Tchernobyl, il a eu l'opportunité de travailler à tester un produit américain développé par le Pentagone et donc à utiliser la radiation pour ça. Donc il a eu l'idée de tester en comparaison son petit extrait de ginkgo biloba et il a vu que l'extrait de ginkgo biloba était tout aussi actif que le produit mis au point par le Pentagone sans avoir besoin d'être réfrigéré, etc., etc. Et donc cet extrait de ginkgo biloba était capable de bien prévenir les fibroses radiques qui peuvent résulter de radiation. Oui, c'est-à-dire que surtout ce que faisait votre père, c'est qu'il travaillait avec des médecins en complément des chimiothérapies, des radiothérapies. C'est-à-dire que ça, c'était des produits qui étaient censés permettre aux gens de s'en sortir mieux après tous les traitements anti-cancer. C'est surtout là-dessus qu'il travaillait au départ. Oui, oui. Donc c'est difficile, c'est bien expliqué dans votre livre. L'oncotest a permis à mon père de découvrir qu'il y a certaines substances qui ont des pouvoirs anticancérogènes. Il s'est intéressé tout particulièrement à des produits naturels, parce que c'était ce à quoi il avait directement accès, des produits naturels, n'étant pas chimiste mais biochimiste. Et son idée, c'était que si la nature a créé des cancérogènes, elle a aussi créé des anticancérogènes. Donc il a utilisé l'oncotest pour découvrir où dans la nature il y avait des molécules qui seraient susceptibles d'avoir un pouvoir anticancérogène. Et il a découvert que le Pao-Pereira contient une molécule appelée flavopéririne qui est fortement anticancérogène. Dans le Rauwolfia, qui était déjà une plante largement utilisée en médecine, par Servier entre autres, il a découvert que si on retire l'alcaloïde principal, la réserpine, qui est toxique, bien derrière il y a un autre alcaloïde qui s'appelle l'alstonine et qui a aussi des propriétés anticancéreuses très intéressantes. Sans effet secondaire. Sans effet secondaire. Et donc il s'est véritablement concentré sur l'étude de ces deux extraits de plantes et pour leur pouvoir anticancéreux. Alors, son idée, c'était que ça reconnaît sélectivement la synthèse de l'ADN cancéreux et ça en bloque la duplication. Donc ensuite, il s'est dit, si ça marche au niveau de l'ADN et qu'on a un ADN de la tête aux pieds, ça devrait marcher sur différents types de cancers. Et donc, il a testé sur plusieurs lignées de cellules cancéreuses. Et sur des cancers très difficiles comme le pancréas, le cerveau. Absolument. Et à chaque fois, ça marchait très joliment. Si ça reconnaît
l'ADN cancer, ça doit aussi, et se précipite sur l'ADN cancer pour bloquer la duplication, ça doit aussi reconnaître l'ADN sain et ne pas le toucher. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'on a un produit sélectif. Si on a un produit sélectif, ça veut dire que si vous n'avez pas de cancer ou de cellules même précancéreuses, si vous n'avez pas d'ADN distendu, eh bien, vous allez éliminer le produit en quelques heures, donc sans toxicité et sans effet secondaire. Donc là, on a des extraits de plantes qui ont un large spectre anti-cancer et pas de toxicité. Pour revenir sur le ginkgo biloba, quand vous étiez petite, il y en avait plein le salon chez vos parents, parce que votre grand-mère, je crois, et votre grand-père allaient les récolter à Paris. Tout a commencé avec 3 bouts de ficelle. Toutes ces recherches, mes parents avaient très très peu de crédit, que ce soit quand ils étaient à l'Institut Pasteur ou à la faculté de pharmacie de Châteauneuf-Malabry. Ils travaillaient avec le minimum de ressources qui étaient allouées par le CNRS. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient faites comme ils pouvaient. Le Paopéra et le Revolfia vomitoria, bien sûr, et devait être sourcé de l'extérieur, mais le ginkgo, comme c'est un arbre qui pousse sous nos latitudes, oui, toute la famille s'y est mise pour aller chercher des feuilles en saison. Et puis votre grand-père était médecin aussi. Mon grand-père était l'ancien directeur de l'école de physique et chimie de Paris. J'ai 4 générations de scientifiques derrière moi. Il y avait une grosse pression pour que je devienne moi-même médecin. Peut-être trop grosse, c'est pour ça que je n'ai pas voulu m'intéresser à ça quand j'étais petite. Oui, et puis vous êtes fille unique. J'ai un frère qui est dentiste. D'accord, il va quand même rester dedans, lui. Bon, mais vous dites que quand vous étiez petite, vous aviez l'impression qu'il y avait des gens malades qui venaient chez vos parents, c'était horrible pour vous. C'était un défilé continu de gens malades qui venaient avec des têtes pas pour pleurer, possibles. évidemment. Et puis ils revenaient après, en plus ils revenaient après, avec des fleurs et des chocolats, etc., parce qu'ils étaient pour remercier. Et donc j'avais l'impression petite que c'était un défilé continu, que mes parents n'avaient pas le temps de s'occuper de moi. Et comme n'importe quelle petite fille, je voulais avoir l'attention de mes parents. Et puis il me semblait que je voulais des parents normaux, quoi. Oui, et puis vous étiez même prêt à tomber malade pour qu'ils s'occupent de vous. Eh bien oui, bien sûr. Ce n'est seulement qu'adulte que j'ai compris la beauté de ce qu'il faisait et l'intérêt de ce qu'il faisait. Et c'est surtout, je dois dire, la violence avec laquelle l'État français a essayé de faire disparaître ça, qui m'a donné une sorte de sursaut. Je me suis dit, il fallait que ça... On a la même chose là en 2019 avec le professeur Henri Joyeux. Il y a eu une descente de police aussi dans une abbaye où il est susceptible d'avoir... Vous êtes au courant, non? Oui, un petit peu. Voilà. Donc c'est la même histoire, hein. À peu près, parce que là on l'accuse de faire des essais sur des patients, 350 patients pour la maladie d'Alzheimer. C'est un peu la même histoire, on est en 2019 et... Oui, je pense que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ils dérangent. Il dérange, un ordre établi, un ordre financier, un ordre aussi il y a des grands pontes qui voient leur position, leurs résultats. Et puis des laboratoires. Des laboratoires qui n'ont pas envie d'être remis en question. Troisième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la Bonne FM, avec Sylvie Beljanski. Donc vous êtes aux États-Unis. Et là, vous vous demandez comment vous allez y arriver. Vous voulez refaire des produits déjà. La première des choses que vous voulez faire, c'est quoi? C'est refaire des produits. Oui, alors... c'est continuer l'œuvre. Les choses ont évolué. En 97, mon souci, c'était de faire des produits le plus vite possible pour les envoyer à mon père. Oui. Donc ça n'a pas été possible. Ça a été... J'ai commencé à être en mesure de fabriquer... l'été 98, c'était déjà trop tard pour lui, mais mes parents ont pu, il a pu, dans la cuisine, tester tous les échantillons que je lui envoyais.
et me dire c'est bien, ils sont bien faits, je continue comme ça et il n'y aura pas de problème. Il les a testés sur lui, non? Il les a testés... Les quantités que j'avais à l'époque étaient trop petites, mais il avait développé, comme ils avaient eu l'habitude pendant 40 ans de travailler pratiquement sans crédit, il avait l'habitude de travailler avec presque rien, même sans méthode très sophistiquée. Il avait les moyens, en vérifiant le pH, en vérifiant ci, en vérifiant ça, s'assurer que l'extrait était correct. Oui, puis vous avez quand même récupéré à un moment un prorata de ce qui restait chez un pharmacien, je crois. Oui, il y a eu... Qui est décédé d'une drôle de manière, d'ailleurs, Oui, quelques temps après cet homme. Hein. Il y a eu... On va lui rendre hommage. Oui, il y a eu donc la personne qui faisait les extractions pour le laboratoire de Saint-Prin m'a contacté à New York en me disant voilà, le GIGN, enfin l'armée aussi est venue me saisir tout ce qu'il y avait dans mon entreprise. Ils ont pris toutes les matières premières, ils ont pris tous les produits finis, mais ils n'ont pas regardé ce qui était dans les cuves. Et j'ai quelques centaines de litres d'extrait à votre disposition si vous les voulez. Je dis, mais oui, bien sûr, ça m'intéresse, mais je n'ai pas un sou pour acheter des centaines de litres d'extrait. Et il me dit, mais ça ne fait rien, vous êtes la fille de Mirko Bajanski, je vous fais confiance, vous me paierez quand vous pourrez. Et donc, j'ai pu le payer effectivement plusieurs mois plus tard. Il a été très patient, cet homme. Peu de temps après, malheureusement, eh bien, il est décédé dans un accident de voiture. Mais avec quel âge? C'est jeune. Une cinquantaine d'années. Okay. Bernard Fourche. Bernard Fourche. On rend hommage à Bernard Fourche. Donc, vous avez quand même récupéré un peu d'extrait. Vous avez aussi pu récupérer le matériel. Ça, c'est un truc. Oui. Un truc de ça, fou, c'est encore une autre histoire incroyable. Donc, le Saint-Prin, les scellés sont mis à Saint-Prin, et puis ensuite, après plusieurs mois, les cellules sont levées et il y a liquidation judiciaire du domaine, du laboratoire et du matériel de laboratoire. Et c'est l'été et je décide de faire une offre. J'ai aucune idée de quelle est la valeur je ne sais pas ce qu'il y a dans le laboratoire, j'ai pas d'inventaire, j'ai aucune idée de la valeur du matériel qui est là-bas, et tout ce que je sais, c'est que j'ai pas beaucoup d'argent. Alors je fais une petite offre avec mes petits moyens, et personne d'autre ne fait d'offre. Et c'est comme ça que je deviens propriétaire du laboratoire de mon père. Et quand je reçois le contenu du laboratoire, eh bien je découvre que les HPLC, c'est-à-dire l'appareil qui permet de tester qualitativement et quantitativement les molécules qui sont dans un extrait, eh bien, m'arrive avec toutes les données, toutes les informations. Dans une grosse machine. Oui, dans la mémoire des ordinateurs, plus toutes les petites fioles de référence qui étaient attachées à cette machine. Donc j'ai, comme ça, pour quelques milliers de dollars, le liquidateur judiciaire m'a envoyé tous les moyens de tester les produits pour s'assurer qu'ils étaient conformes qualitativement et quantitativement aux spécificités écrites par mon père. C'est étonnant que l'État n'ait pas essayé de récupérer le matériel. Parce qu'ils avaient essayé de tout détruire, toutes les preuves. Oui, je pense qu'ils pensaient que c'était mission accomplie. Je pense que l'État pensait que avec la disparition de mon père, tout ça allait disparaître. Ils n'avaient pas pensé qu'une petite avocate aux États-Unis allait s'y mettre. Le ginkgo biloba, c'est pas difficile à trouver. Les histoires d'ARN. Oui, alors les fragments d'ARN, ça c'est très E. coli. Oui, les fragments d'ARN, ça c'est un produit que mon père a mis au point, qui est totalement unique. C'est un produit qui a la capacité naturellement de maintenir les globules blancs et les plaquettes. Et ce sont des molécules, enfin des cellules qui sont détruites souvent à titre d'effet secondaire de la chimiothérapie. Ces petits fragments d'ARN sont susceptibles d'aider bien les gens qui sont sous chimiothérapie. Est-ce qu'ils sont utilisés? Oui, bien sûr, ils sont utilisés. Et on a même pu faire un essai clinique à Cancer Treatment Centers of America, qui est une grosse chaîne aux États-Unis, et différentes personnes qui étaient déjà très mal en point, avec reçu plusieurs chimiothérapies et qui étaient toutes à la limite où il n'avait plus assez de plaquettes
pour qu'on puisse continuer les traitements. Les traitements et continuer à vivre aussi. On leur a donné des fragments d'ARN et personne n'a eu de thrombocytopénie. Donc, ils ont tous pu continuer à recevoir leur chimiothérapie à temps. C'est ça qui est étonnant, Sylvie Beljanski. Pourquoi les laboratoires qui engrangent des millions et des milliards avec le cancer ne sont pas plus aptes à accepter ce genre de traitement? Parce que ça leur permettrait de continuer leur traitement à eux beaucoup plus facilement. Je ne pense pas qu'en France on utilise ça. Oui, je pense que ça a à voir avec le fait que dans les hôpitaux, les achats sont faits par des pharmacies centrales qui achètent des médicaments et qu'avec les produits naturels, c'est très difficile de transformer un produit en médicament. D'essais cliniques, les derniers essais cliniques coûtent une fortune. Ça coûte à peu près, on compte 100 millions de dollars de faire un médicament. Comment est-ce que vous voulez qu'économiquement ce soit possible pour un produit naturel? Alors, la guerre contre le cancer a été déclarée le 23 décembre 1971 par Richard Nixon. Il y a 14 millions de nouveaux cas en 2012, 22 millions dans les 2 décennies prochaines sont prévus. Dans les années 40, il y avait un cancer sur 16 personnes. En 70, 1 sur 10. Aujourd'hui, 1 sur 3 personnes. Le prix, ce que ça rapporte au labo, ça revenait par personne à 10 000 euros par mois. En 2005, entre 30 000 et 50 000 euros par mois. En 2012, plus de 100 000 euros par mois. Les labos, qu'est-ce qu'ils attendent pour finalement... parce qu'ils se coupent l'herbe sous le pied. Parce que si les personnes vont mieux, qui peuvent faire leur trithérapie plus facilement à cause de cet ARN-là, E. coli, qu'est-ce qu'ils attendent pour l'utiliser, même si ils n'en gagnent pas un profit? Le profit il est toujours là. Je pense qu'ils ne veulent travailler. Vous savez, c'est des systèmes... Travailler entre copains, c'est ça? Oui, puis c'est des systèmes d'assurance. Les assurances ne vont pas couvrir des produits qui n'ont pas reçu l'AMM en tant que médicament. Ils préfèrent couvrir des trucs à 100 000 euros par an. Mais c'est une question d'assurance, à mon avis. On va revenir maintenant sur le produit le plus difficile, le PIO, comment ça s'appelle? Le Pao-Pereira. Le Pao-Pereira. Alors ça, on part en Amazonie avec vous. Oui. Vous allez chercher des arbres un peu... Oui, c'est un truc fou, ça. Vous êtes une aventurière. C'est une matière difficile à trouver, relativement rare. Et donc, je ne savais pas par où commencer. Donc, je suis partie, effectivement, en Amazonie à la recherche de cet arbre. J'ai commencé par le jardin botanique de Rio de Janeiro. Et puis, à partir de là, j'ai pris quelques contacts et je me suis enfoncée dans la jungle de l'Amazone pour aller trouver des gens susceptibles de m'envoyer de l'écorce. Et ça, c'était la dame, comment elle s'appelle, la dame? Donc, il y a une dame qui exportait des cœurs de palmier, donc je l'ai appelée la dame au cœur de palmier qui vous entraîne, qui me sert de guide dans la forêt amazonienne et pour aller trouver les tribus indigènes qui vivent là où sont ces arbres. Et on vous imagine, parce que franchement, là, c'est vous qui avez écrit le livre. Ah oui, bien sûr. Vous n'avez pas, bon, c'est vous qui l'avez écrit, c'est très bien écrit. Et donc on part avec vous dans cette forêt amazonienne, manger des trucs de serpents horribles. Oui, ils m'ont fait du serpent bouilli. C'est le truc délicieux, quoi. C'est le caviar local. Et donc ils essayent très gentiment tous de se mettre en quatre, tous ces gens-là, et de m'offrir ce qu'ils ont de mieux. Et donc à tous les repas, partout où je vais, c'est du serpent bouilli que moi je trouve infect avec mon palais occidental, mon estomac occidental. Et donc à la fin ça me rend malade, j'en peux plus, quoi. Ça vous rend malade et vous êtes sur une pirogue pour rentrer, vous n'avez pas le droit de vomir. Pas le droit de me pencher parce que sinon on va tomber et il y a des piranhas dans le fleuve.
Donc, je risque de mettre que tout le monde tombe dans les avec les piranhas et personne ne peut en entendre parler. Et là, vous vous évanouissez. À la fin, je m'évanouis. C'est trop. C'est trop dur. C'est entre le serpent bouilli, les moustiques et l'odeur du fioul de ce petit bateau qui est secoué par le volume d'eau de la rivière. Ça fait trop un moment. Donc, moi, je conseille de lire le livre parce que c'est vraiment intéressant de savoir comment vous avez réussi à faire perdurer la mémoire de votre père et surtout de ses produits. Entre-temps, il y a eu quand même pas mal de personnes qui se sont permis de mettre sur le marché des produits avec le nom de Beljanski, mais qui n'en étaient pas. Oui, il y a eu pas mal disons, faux produits qui ont été mis sur le marché. Je crois qu'il y a à peu près 17 sociétés qui prétendent faire du Pao Pereira et puis qui manifestement ne savent pas ce qu'elles font. Quand la Fondation Beljanski a fait une étude comparative pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait, la teneur en flavopérérine de ces différents extraits, et à part Natural Source, qui est la société dont les échantillons ont servi pour faire toutes les études avec Columbia Université, Kansas Université, etc. Dans les autres extraits, on voit qu'il n'y a pratiquement rien. Et vous ne pouvez pas avoir, à moins d'avoir des extraits de qualité, vous n'aurez pas de résultats de qualité. Et les études que nous avons faites à Kansas University sur le cancer des ovaires, sur le cancer du pancréas, à Columbia University sur le cancer de la prostate, etc., ne peuvent être réalisées qu'avec les produits de la société Natural Source, parce que c'est les produits de la société Natural Source qui ont permis de faire ces études. C'est encore assez controversé en France. On nous dit que, un peu comme le professeur Henri Joyeux, on nous dit que c'est du charlatanisme, etc., que ça ne marche pas. Moi, je pense que ça marche. Comment... c'est pour ça que ça me tenait très à cœur d'avoir cette fondation à New York, pour que des universités réputées, tierces, indépendantes, confirment si oui ou non ça marchait. Et donc maintenant, depuis 20 ans, parce que ça va faire 20 ans cette année que la fondation a été créée, elle a été créée en 1999, maintenant on est en 2019, donc on voit qu'on a une quinzaine de très belles publications qui maintenant confirment de façon définitive l'efficacité et la non-toxicité de ces produits. Ça confirme donc que ça marche sur différents types de cancers, parce qu'on a pu travailler avec le cancer des ovaires, cancer du pancréas, cancer de la prostate. Et du cerveau. On n'a pas fait d'études là récemment sur le cancer du cerveau. Mais effectivement, mon père avait vu que ça marchait sur le cancer du cerveau. Mais là, ce que la Fondation a confirmé, donc ce différents types de cancers, que ça marche en synergie avec différents types de chimiothérapie. Kansas University a pu publier sur la synergie avec la carboplatine et la synergie avec la gemcitabine. Ça marche à des différents stades de cancer. Par exemple, Nanjing University a publié que le Pao Pereira marchait également sur le cancer avancé de la prostate qui ne répond plus à l'hormonothérapie. Et puis, les dernières publications montrent que le Pao Pereira et le Revolfia marchent aussi au niveau des cellules souches du cancer. Ça, c'est très important parce que la chimiothérapie ne marche pas sur les cellules souches du cancer. Et tant qu'on n'a pas résolu le problème des cellules souches, on est à risque de récidive. Alors, qu'est-ce qu'on tue en chimiothérapie si c'est pas les cellules souches, on tue les cellules saines? Disons que dans une tumeur cancéreuse, vous avez deux types de cellules. Vous avez les cellules cancéreuses normales, si j'ose dire, et puis les cellules souches. Les cellules cancéreuses normales, ce sont les moins agressives. Elles n'ont pas la possibilité de se reproduire et elles vont être détruites par la chimiothérapie. Donc quand l'oncologue vous dit ça marche, la tumeur est réduite, en fait, ce qu'on détruit, ce sont les moins agressives. Et on laisse le champ libre aux plus agressives, ces cellules souches qui vont résister à la chimio,
qui vont avoir la possibilité de voyager et de métastaser. et de métastaser et de refaire de nouvelles tumeurs. Donc c'était très important de voir si le Pao Pereira et le Revolfia sont capables aussi de reconnaître ces cellules souches et d'en bloquer la duplication. Et oui, c'est ce que Kansas University Medical Center a maintenant publié, que ça marche in vitro et in vivo. À la fin, vous avez un bonus à la fin de votre livre, des notes du docteur Christian Markovitch qui donne des solutions, enfin, la façon dont il traite certains cancers hormonodépendants, etc. Donc il donne aussi la façon dont ça se soigne. On va rappeler ce que vous dites au début du livre, qu'il faut quand même consulter un médecin. Hein. Vous n'êtes pas, c'est vraiment important de le dire, que ce livre n'est pas là pour vous traiter tout seul, mais il faut... Oui, tout à fait. Donc moi j'ai écrit ce livre pour que ce savoir ne soit pas perdu. Il a failli être perdu une fois. J'ai voulu qu'il soit partagé. Je ne suis pas médecin, je ne donne pas de conseils thérapeutiques à qui que ce soit. Je conseille vivement à tout le monde qui est touché par le cancer de se rapprocher d'un professionnel de la santé. Et puis je voudrais aussi dire que je ne jamais pensé que les gélules pouvaient résoudre tout. On est plus que un amas de molécules, on est chair et esprit. Je pense que les gélules, elles marchent très bien au niveau cellulaire, elles nous donnent du temps. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps? Alors, votre père a été considéré comme le père de la médecine environnementale. Vous êtes arrivé à un problème dans votre vie où vous avez été obligé de faire une chélation. Oui. On n'aura peut-être pas trop le temps d'en parler, je pense, mais c'est quand même important de penser qu'il faut se libérer des métaux lourds. On est en plein dedans, en 2019. On en a partout. Tout à fait. On vit dans un monde... Enfin, le nombre de cancers augmente de façon faramineuse. On vit dans un monde de plus en plus pollué. Je pense que c'est important que les gens connaissent les différentes sources de pollution qui nous entourent. L'une d'entre elles, ce sont les métaux lourds. Ce sont encore peu connus comme source de pollution, mais c'est un véritable problème qui ne pas forcément donner tout de suite un cancer, d'ailleurs, qui peut se traduire par une fatigue chronique. C'est ce que moi j'ai expérimenté. Et il faut adresser ça au plus vite parce que si on ne le fait pas, ça peut dégénérer en cancer. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer l'émission, Sylvie Beljanski? Le titre du livre déjà, Cancer, la lutte contre le cancer, aux éditions du Souffle d'Or. La découverte dont la République n'a pas voulu. Il y a une préface très intéressante de Pierre Lance, qui avait écrit Savant maudit et chercheur exclu. Dans ce livre qui a quelques années, il y a bien 15 ans ce livre, hein, quelque chose comme ça, il parlait déjà de votre père. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi j'ai écrit ce livre. Il faut garder la foi et que Dieu nous bénisse. Non, il faut être proactif. Si on veut se préserver dans un monde où il y a de plus en plus de toxicité et de cancer, il faut prendre sa santé en main, il faut s'informer. On dit la première ordonnance est une ordonnance d'information, donc l'information elle est là, il faut en prendre connaissance, et ensuite toutes les publications dont je parle dans le livre, elles sont disponibles sur le site de beljanski.info, donc les gens peuvent imprimer, ils peuvent apporter ça à leur médecin, ils peuvent en discuter avec leur médecin. Si le médecin dit je ne sais pas ce que c'est, ne prenez rien, etc., eh bien on peut dire à son médecin, mais enfin cette publication, elle parle de synergie d'action avec la chimiothérapie. S'il y a une synergie, pourquoi est-ce que vous me dites de pas en prendre, etc. Donc ça, ce livre, je l'ai conçu pour qu'il puisse soit le début d'un dialogue, je l'espère, entre malades et professionnels de la santé. Et je l'ai écrit pour tous les gens qui sont concernés par le cancer, mais aussi par tous les gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe avec une découverte quand elle a été financée par l'État. Mais qu'elle ne correspond pas à ce qu'on attend. Exactement. Et Sylvie Beljanski, j'espère que vous aurez assez de produits pour lutter contre le cancer. Je pense qu'il faudrait en avoir beaucoup pour que plein de gens puissent au moins pouvoir en profiter. Ceci est une recherche de pointe, mais ce n'est pas une réponse globale contre le cancer, parce qu'effectivement, il n'y aura pas assez de produits. On croise les doigts, que Dieu nous bénisse. On finit cette émission, Sylvie Beljanski. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.